Rihanna. Mec, t'as fini avec Rihanna. Grâce à l'influence, t'as dansé avec Lady Gaga. Tu dois arriver avec quand même beaucoup d'aplomb pour dire je suis un mec, je me maquille avec tout ce que ça peut engendrer en termes de fatigue. Tu vois ton CDI, elle le déchire devant moi. En 2016, on était une trentaine. En 2021, on était une centaine. Là, je pense qu'on est facile 1000. Dire, j'étais pas dans le 16e avec des sacs Chanel à 18 ans. Tu pars avec un téléphone, tu peux percer sur les réseaux. Ça me prenait, entre le tournage et le montage, au moins 5 heures. L'influence, c'est un des seuls secteurs d'activité qui donne sa chance à tout le monde en partant de zéro. Bienvenue sur Influence Libre, le podcast où on parle en toute liberté de l'influence et des créateurs de contenu. Et ici, on parlerait carrière, doute, échec, liberté. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Richard, un des premiers créateurs de contenu make-up sur les réseaux. Richard, merci d'être là. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que tu vas ? Vraiment. Fatigué. On tourne ça, on est début août. Ouais. Et vraiment, là, je pense que j'attends les vacances. J'attends les vacances. En fait, ça n'a pas été une année hyper simple pour moi. J'ai eu un accident, une opération. Je me suis fait les croiser au ski. Donc, c'est quand même pas une blessure simple. J'ai été chanceux, j'ai pas non plus trop galéré. Mais donc, du coup, ça a quand même pas mal impacté. Suite à ça, il y a eu un peu de remise en question, un peu de doute. Ce qui est le quotidien dans la vie d'un créateur de contenu finalement. Mais c'était une année de transition et je pense que la fin de l'année me réserve le meilleur. Donc là, je vais bien me reposer pour repartir d'attaque fin d'année. Trop bien. Quand tu parles de vacances, c'est quoi les vacances pour un créateur de contenu ? C'est allier travail et plaisir. Ah non, parce que j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que quand on crée du contenu, on n'est jamais vraiment en vacances puisqu'on pense à des concepts. On a notre téléphone, donc notre téléphone, il y a les messages pro. On fait des stories alors qu'on est en vacances, donc c'est du travail. Est-ce que toi, tu fais partie de la team, genre je coupe mon téléphone pendant une ou 2 semaines ? Non, j'arrive pas. C'est juste, tu vas dans un autre endroit que ton appart. Oui, non, alors là, je serai pas chez moi, mais oui, l'addiction au téléphone est bien trop grande pour le laisser un mois sous verrou, c'est impossible. Même 2 jours, je n'y arriverai pas et c'est très triste, j'y travaille. En fait, moi, créer du contenu, ça est devenu mon travail, mais je l'ai commencé avant que ce soit mon travail. Donc du coup, je le vois pas encore comme un travail. Genre, là, je vais aller en vacances, je vais faire du contenu. Mais c'est du contenu, du coup, dit organique, et c'est du contenu chill, c'est des trends, Je le vois pas comme du travail. Ok, donc pour toi, le travail, c'est tourner des collaborations pour des marques. Voilà. Mais quand tu fais tes vidéos tranquilles chez toi, pour toi, c'est pas du travail. Si. Ah. Mais par exemple, là, je vais quand même aller vraiment en vacances où je me mets off pour mon agence où voilà, entre guillemets, je serais pas joignable et avec les marques et tout. Mais comment dire ? C'est comme si pour moi, t'es pâtissier, c'est ton travail. Quand t'es en vacances, tu vas bien faire des gâteaux. Je travaille pas. Tu vois, je le vois comme ça. Il y en aura sûrement qui diront non, peut-être qui diront oui. Ouais, mais en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ok, super. Tu disais justement que. Et toi, ça va parce que tu m'as demandé ? Ouais, ça va super. Ouais. En plein mois d'août, l'influence c'est calme, donc on est tous plus ou moins en vacances. Oui, c'est vrai. Mois d'août, c'est vraiment le mois calme de l'année. C'est le mois calme, c'est normal. Donc ouais, non, ça va très très bien. Tu disais que tu créais du contenu avant que ça devienne un métier pour toi. Ouais. Normal, on commence tous de quelque part. Ça a commencé quand ? Comment pour toi ? C'est quoi un petit peu du coup le parcours du Richard qui a commencé il y a 10 ans ? 12. Oh là là. 12 ans, ouais, ça ne rajeunit pas. J'ai commencé avant que ce soit un métier pour moi, oui, mais avant que ce soit un métier tout court. Ah oui. Parce que moi, j'ai commencé en mars 2014, et en mars 2014, il n'y avait même pas de collaboration rémunérée avec les marques. On n'était même pas rémunéré par YouTube. La monétisation, je crois que n'était même pas encore là. Donc, on commençait pas cette activité pour un intérêt pécunier ou de fame. Parce qu'en vrai, on voulait juste, je pense, parler d'un sujet qu'on aimait, dont moi, la beauté, et surtout faire du mimétisme. Parce que moi, je suivais des youtubeuses beauté et je disais, c'est trop cool. Mais après, j'avais aussi ce truc de, mais pourquoi il n'y a pas de mec en France qui le fait ? Et je me suis dit, il y en avait quelques-uns aux US, c'était même pas encore l'âge d'or des beauty gourous masculins aux États-Unis, parce que les James Charles, Jeffree Star et compagnie sont arrivés en 2016-2017. Ah oui, donc longtemps après. Et donc longtemps après, moi je crois qu'il y avait Patrick Star à mon époque. Ouais, à mon époque, il y en avait peut-être d'autres, mais en tout cas, il n'y avait pas non plus une énorme représentation. Et je me suis dit, je pense que je suis pas le seul mec qui regarde des vidéos beauté tenues par des filles. Je me suis dit, pourquoi pas moi, et let's go, quoi. Incroyable. Et j'ai lancé ma caméra, et voilà. Donc, tu as commencé sur YouTube ? Ouais, sur YouTube. Format long ? Ouais, format long, il y avait quoi ? Il y avait même pas Snap. Enfin, si, mais. J'avoue, 2014, si, il y avait Snap, mais c'était le tout début. Je crois que j'ai même lancé mon compte Instagram après YouTube, pour te dire. Bah oui, puisque Insta, les stories sont arrivées en 2016. Ouais. Donc oui, non, Insta, c'était le tout début. Non, c'était YouTube. Waouh. Et YouTube. Donc, tu te rappelles un peu ce que tu faisais ? C'était du tuto, c'était du crash test, qu'est-ce que tu faisais un petit peu ? Non, il n'y avait pas encore. La beauté, déjà, c'est large. La beauté, c'est très large. Moi, après, moi, c'était focus make-up et skincare. Okay. Et encore aujourd'hui, les cheveux, c'est.
pas trop mon truc. Mais il n'y avait pas encore tout ce qui était crash test. C'était vraiment beaucoup du mes favoris, mes produits terminés, des tags. À l'époque, c'était beaucoup la mode des tags, genre What's in my phone, etc. Les Get Ready With Me aussi, ça commençait un petit peu, les américaines, Bethany Motta, etc. Là, je parle un langage que tu ne comprends pas. Moi, j'ai un peu plus de rêves que certains, je pense, mais... Bethany Motta et tout, qui faisait des Get Ready With Me, donc un peu scénarisé, où on est comme ça au lit, on fait... Ah, on ouvre les volets, tu vois, genre tout ça, bah ça commençait un petit peu, donc on faisait un petit peu aussi. Mais la chose qui était cool, c'est que c'était uniquement du kiff et bah, c'était un passe-temps. Donc en fait, il n'y avait pas la pression des stats. Oui, tu étais content que ta vidéo, elle fasse plus de vues, parce que bah, du coup, tu te dis, il y a plus de monde qui voit, c'est trop cool et tout. Mais tu n'avais pas ce truc en mode, il faut que je fasse des vues. Oui, parce que les vues n'étaient pas égales à de l'argent, des collabs, des machins. Exactement. Donc c'était juste, plus de monde voit mon travail, mieux c'est. T'es là pour créer à la base, quoi. T'es juste là pour créer. Du coup, à cette époque-là, t'avais quel âge? T'étais étudiant? J'avais 18 ans. Moi, j'ai arrêté l'école traditionnellement après le collège, parce que j'aimais pas l'école. Et après, j'ai fait un apprentissage de 4 ans en hôtellerie, où du coup, j'étais vraiment à la fin de ma 4e année d'hôtellerie. Et c'est suite à ça où je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Je ne voulais pas en faire mon métier et que je voulais travailler dans le make-up et dans la beauté, quoi. Parce que c'est ça qui m'épanouissait. Donc, tu crées du contenu beauté. Oui. Tu travailles pas encore dans l'univers de la beauté. Pas du tout. Il n'y a pas d'opportunité pro avec l'influence à ce moment-là. Comment tu arrives à transitionner du coup de l'hôtellerie à cette passion qui peut potentiellement devenir quelque chose d'intéressant? L'harcèlement. L'harcèlement fonctionne, guys. Bon, pas comme vous le pensez. Mais en gros, moi, mon rêve, c'est de bosser chez Sephora. C'était de travailler chez Sephora. Moi, de base, je suis de l'Est de la France. Je viens de Franche-Comté, de Belfort, pour ceux qui connaissent. Bah, il y avait le Sephora de Belfort. Et j'y passais tous mes week-ends, tous mes moments. Parce que vraiment, c'était une passion. Et je demandais tout le temps, est-ce que c'est possible d'avoir un entretien? Tous les jours, non. Parce que t'étais un mec? Non, je sais pas, je pense qu'ils avaient pas besoin. Il y avait déjà un homme qui travaillait dedans, donc non, je pense pas. Non, c'est pas du tout par rapport à ça, je pense que c'est juste qu'ils avaient pas besoin. Et puis, voilà, un mec de 18 ans qui... je vais vous raconter comment je suis venu à l'entretien d'embauche, c'est lunaire. Mais à force d'harcèlement, comme quoi ça paye des fois, j'ai eu un entretien. J'ai eu un entretien avec la directrice du magasin. Et là, je suis arrivé, je crois qu'il y avait un festival à Belfort. Je suis venu à l'entretien avant le festival. Tongs, débardeur, short. Attends, et pourtant tu débarques de l'hôtellerie. Ouais. Donc tu sais ce que c'est, le corpo, le costume. Bah oui, mais pour là, moi, dessus. mais oui, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. Et je suis arrivé comme ça. Je pense qu'elle était un peu étonnée, mais bon, elle s'est dit, bon, ok. Et quand elle me dit, la directrice, du coup, d'où tu viens? Donc je raconte mon parcours et tout, elle me fait, mais du coup, rien dans la vente? Je dis non. Rien dans la beauté? Je dis non. Elle me dit, bah du coup, pourquoi? Je dis, donnez-moi votre ordi. J'ai tapé ma chaîne YouTube, je dis, bah voilà, je fais des vidéos sur internet. Et puis je pense que c'est là où elle a vu ma passion. Et je pense que c'est ce qu'ils recherchent surtout chez Sephora. Je fais pas de la pub pour du RH, mais après j'ai eu une très belle aventure chez Sephora. Je pense que avant de chercher des bons vendeurs ou des bons maquilleurs, je pense qu'ils cherchent des gens passionnés, parce que quand t'es passionné, bah, tu feras toujours quand même plus ou moins bien ton taf. Après, tu pourrais le faire aussi bien quand tu ne l'es pas, mais je pense que quand t'as la passion en toi, ça fait kiffer les gens qui veulent te recruter, quoi. Donc j'ai réussi mon premier entretien, j'ai eu un deuxième entretien avec les managers derrière, et suite à ça, j'ai eu mon job chez Sephora, quoi. Donc t'étais à Belfort? J'étais conseiller chez Sephora à Belfort, et j'ai enchaîné CDD, 2 CDD parce qu'il n'y avait pas de place en CDI et jusqu'à l'harcèlement again, j'ai eu le CDI. Harcelé pour avoir ça. Incroyable, on retient le conseil. Hein. Après, encore une fois, moi, c'est par rapport à mon expérience. Il y en a, ils vont harceler leurs employeurs, des trucs pour avoir des stages, des alternances, on sait comment c'est compliqué et ils ne l'auront pas. Moi, j'ai vraiment... en fait, j'ai toujours eu ce truc de quand je veux quelque chose, pas je finis par l'avoir, mais en tout cas, j'ai fait tout pour l'avoir. Ça, c'est pas du harcèlement, c'est juste de la motivation. Non, je dis harcèlement et le pour fait, rigoler, le fait de relancer, le fait d'y aller, de demander, c'est mais il y en a, ils peuvent, ça montre que t'as vraiment envie. Mais je pense qu'il y en a, ils peuvent être vite découragés, je peux le comprendre aussi, quand t'as pas de réponse ou quand t'as un non, de dire c'est mort, tu vois. Mais en fait, moi, c'était tellement mon rêve que je m'en foutais et je me suis dit, ils vont le voir que j'aime ça, ils vont me laisser ma chance et ça a payé. Donc après, moi, mon conseil, c'est de toujours persister et au moins, même après avoir persisté, on vous dit non, vous direz pas vous-même, j'ai pas tout fait. Non, t'as tout fait, c'est juste que là, on n'a pas voulu laisser ta chance et c'est triste, mais au moins, toi, t'auras tout donné, t'auras pas de regrets. Et moi, pour le coup, moi, ça marchait et c'était semé d'embûches, parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Noël, j'étais encore en CDD et on me promettait on commençait à me promettre un CDI. Et là, moi, faut savoir que j'étais très indiscipliné. Parce que moi, je venais chez Sephora pour travailler, mais juste pour maquiller les gens et conseiller les gens. Mais tu fais pas que ça. Tu dois faire de la caisse, tu dois être à l'accueil du magasin aussi. Enfin, t'as d'autres tâches. Du réassort. Et ça, je voulais pas le faire. Je comprends. Toi, tu voulais juste parler produits. Bah ouais, ma passion, genre. Et puis, j'ai toujours été très bavard, ça m'a suivi depuis la primaire, et là on me le reprochait aussi. Bref, je me fais prendre, je crois, le 21 décembre dans le bureau de la directrice. Elle me dit, alors du coup, pour parler de ton CDI et tout, je dis, oui et tout. Elle me dit, comment tu te sens dans le magasin? Je dis, je suis trop bien, hyper épanoui et tout. Et je lui dis, et vous en pensez quoi de mon travail et tout? Elle me dit, ça va pas du tout.
douche froide. Et je fais quoi? Comment ça? Je pensais que c'était une blague. Elle me fait, tu fais pas ci, tu fais pas ça, non, tu veux faire que ce qui te plaît et tout. Et là, je suis, bah oui. À noter, guys, travail. À noter, j'avais 19 ans. J'étais super jeune. Et pourtant, j'avais 4 ans de travail déjà derrière moi à l'hôtellerie. Et là, elle me sort mon CDI. Elle me dit, tu vois ton CDI? Elle le déchire devant moi. Elle le déchire devant moi. Oh. Je pleure. Tel un fragile. Je pleure. Et elle me dit, maintenant, tu sèches tes larmes, c'est la période de Noël. Si ça aurait pas été cette période, je t'aurais même pas regardé. Maintenant, tu vas avec le sourire en magasin. Waouh. Bah, j'ai été avec le sourire en magasin, j'ai tout donné et j'ai eu mon CDI. C'est un coup de pression, mais elle voulait te garder, au fond. Je pense que oui, mais je pense aussi que je lui ai montré que je savais me remettre en question, tu vois. Et encore une fois, j'étais tellement passionné, je me suis dit, je peux pas avoir fait tout ça, et puis maintenant, entre guillemets, rater le coche, tu vois. Et donc, je me suis donné, et puis, Belièvre, croire en vos rêves, quoi. Et après, j'ai fait 1 an et demi du coup là-bas. Et après, une autre aventure est née encore où j'ai bougé à Paris. Qu'est-ce qui se passe du coup? En parallèle, tu crées du contenu. Je continue mes vidéos YouTube, un petit peu Instagram. Vidéos. Donc là, on est en 2016, 2017. 2016. Ouais, 2016. Les réseaux commencent à émerger, mais on l'a dit, c'est le début des stories Insta, on n'est pas encore non plus sur l'influence de maintenant. Pour vous remettre, je pense que j'avais 20 000 abonnés sur YouTube, ce qui n'est rien. Enfin, à l'époque, c'était un peu, mais ce qui n'est rien aujourd'hui, tu vois. C'est absolument rien. Donc ça se développe, ça reste toujours ta passion sur le côté, mais ta carrière, elle est chez Sephora. Qu'est-ce qui fait que tu viens à Paris? Qu'est-ce qui fait que ta carrière prend un tournant? Comment ça se passe? Je me faisais remarquer de plus en plus par le management. La directrice savait que du coup, je faisais des contenus. Puis moi, je faisais un peu ma vie. Je ramenais mes ring lights en magasin, je faisais des vidéos où je maquillais des clients en magasin. Genre vraiment, mais ce qu'on ne pourrait pas du tout croire aujourd'hui possible. Mais après, c'était un petit magasin, on était une petite équipe. Et puis ça faisait aussi un peu l'événement. Et ça faisait un peu le truc, tu vois. Et puis il se passe un truc dans la boutique, quoi. Exactement. Et puis même quand il y avait des, après je vais vous parler du langage, mais c'est les gens qui bossent chez Sephora comprendront. Il y a des animatrices de marque qui venaient, moi j'étais que avec elles pour faire un peu, on faisait des masterclass, enfin des trucs, tu vois. Du coup je pense que ma directrice a parlé de moi à la directrice régionale qui parlait de moi après au siège de Sephora. Et un jour, moi mon rêve, faut savoir, ça avait toujours été de venir vivre à Paris. J'adorais la marque Nars à l'époque et j'avais fait un entretien à Paris pour être national make-up artist pour eux. J'avais été pris. Mon rêve. Sans formation de make-up artist. Non. Uniquement tes skills que tu as travaillé. Exactement. Oui, parce que je suis totalement autodidacte du coup. J'ai vraiment jamais pris de cours ou de formation, etc. Je suis loin d'être le meilleur, mais en tout cas, ça va, je me débrouille. Et je suis pris. Et là, j'appelle du coup, j'envoie ma démission à Sephora. Je me dis, ma marque préférée m'engage dans ma ville où je veux vivre. Paris, mais le rêve. Et là, un jour, j'ai un appel, le directeur général de Sephora France, au téléphone. Et il me dit, oui, bonjour, David Vircuis, c'était David Vircuis à l'époque, directeur général de Sephora France. Et moi, je comprends même pas. En gros, on me dit, c'est quand même le boss de Sephora France, quoi. Et je dis, oui. Il me dit, je suis pas content de votre démission. Moi, je n'y comprends rien. Donc, je dis, ah, désolé et tout. Enfin, je m'excuse d'avoir démissionné. Vous préférez une rupture conventionnelle, peut-être? Et il me dit, je pense qu'on peut faire d'autres choses. Venez au siège semaine prochaine, on en discute. J'y vais. Et là, il me dit, je vois que vous êtes sur Internet, il y a un potentiel à exploiter, j'ai envie de vous créer un poste sur mesure au siège. Vous allez être à la fois ambassadeur de Sephora sur Internet pour nous, bosser dans la com au siège et avoir une partie aussi sur le Sephora des Champs-Élysées, un peu pour faire rayonner le magasin au début. D'accord, donc on est sur un poste hybride. Oui. Parce que je me suis dit, je continue chez Sephora, le poste est encore plus beau que ce que me propose Nars, parce que ça allie le côté Internet au terrain. Et puis on te crée un truc pour toi. Donc c'est valorisant de fou. C'est flatteur de ouf. C'est pas juste ok, on te prend sur un poste, là, on te crée un truc. Mais exactement. Et j'avais 20 ans. Waouh. Je venais de ma campagne profonde. Donc en une semaine, je déménage sur Paris. Pas d'amis, pas de famille, pas de collègues. J'étais vraiment alone. Au début, ça se passe pas très bien. En tout cas, au Sephora des Champs-Élysées. Moi qui venais d'un petit Sephora où j'avais vraiment... C'était une famille. On était tous ensemble. C'était vraiment... Je pense une de mes plus belles expériences dans le travail parce qu'il y avait vraiment ce côté hyper gentil, hyper dans le soutien, bienveillant. Enfin, moi, j'avais adoré cette période. J'avais mes clientes et tout. T'arrives sur un magasin qui est énorme. T'as pas de clientèle. C'est beaucoup des étrangers, beaucoup de touristes. Moi, mon anglais à l'époque était un peu catastrophique. Donc, du coup, il y a des conseillers qui se moquaient de moi, qui me mettaient des clients étrangers, et puis après, qui se mettaient dans un coin en mode mini-girl, en mode « Haha, regardez, il sait pas parler anglais ». En fait, les gens, je pense... se disait mais c'est qui lui, il débarque de nulle part et pourquoi il est autant mis en avant. Mais enfin guys, je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé à personne. En plus on est venu me chercher pour le coup et je fais juste mon taf quoi.
Et je comprends pas cette attitude. Vous avez genre 30, 40 ans, j'en ai 20. Enfin, vous avez quel âge pour faire les mean girls, à vouloir mettre des bâtons dans les roues à un jeune de 20 ans? Mais genre. les gens savaient pourquoi on t'avait mis là, connaissaient les vidéos, il y avait de la jalousie, il y avait le truc de il est jeune, on le met plus en avant que nous, alors que nous, ça fait peut-être 10 ans qu'on est là. Ah oui, mais c'était totalement C'est de la ça. pure jalousie. Et même une manager a voulu me faire virer, pour te dire, une manager du Sephora des Champs-Élysées. Donc j'ai pas retenu Après, il y avait des bonnes personnes aussi dans ce magasin. Je retiens 4 ou 5 noms qui étaient vraiment adorables et très gentils. Il y en avait plein d'autres aussi que c'était pas le cas. Je chantais une atmosphère de plus en plus pesante. Et j'ai dit à un moment donné, est-ce que c'est possible de faire uniquement la partie siège et de plus être en magasin parce que je me sens pas bien en fait. Et puis ça devenait aussi éreintant, enfin, d'allier les deux. Oui, bah t'étais en double. C'est un poste créé, mais c'est un double poste au final. Ouais, donc c'était ta mission. Ouais, c'était un peu beaucoup. Et ça a été accepté. Puis après, du coup, j'ai fait, de 2016 à 2021, j'ai fait 5 ans chez Sephora au siège. Et t'as fait quoi du coup? Tellement de choses. J'étais dans l'équipe réseaux sociaux du coup. Et ouais, forcément. Et j'avais vraiment un poste hybride. Je voyageais beaucoup pour faire du contenu pour Sephora. Okay. C'est moi qui ai lancé le Snapchat de Sephora en France. C'est moi qui l'incarnais. Ah, et donc t'étais le visage de la marque sur les réseaux. Exactement. J'avais aussi ma playlist sur leur chaîne YouTube où je gérais une boîte de prod, mes idées, mes invités, mon crew, mes sujets. Enfin, j'avais 20 ans. Enfin, c'est fou. 21 après, mais enfin, je veux dire, c'est quand même une énorme responsabilité. Donc, on m'a vraiment beaucoup fait confiance. Et c'est ça que je retiens, c'est que j'avais mon expertise, et encore une expertise de mec sur le terrain, je l'ai pas étudié, la communication, mais on m'a quand même toujours fait confiance et on m'a toujours suivi. Donc c'est pour ça que je serai toujours reconnaissant de Sephora parce que ça a été hyper formateur. Mais donc trop bien, j'ai fait plein de lancements, j'ai rencontré plein de célébrités, plein de projets ont vu le jour, trop bien. À côté, le week-end et le soir, je travaillais pour moi. Parce que du coup, les réseaux. Exactement, je faisais du 9h-19h du lundi au vendredi pour Sephora. Et le soir et le week-end, je faisais mes vidéos YouTube à moi, mes posts Insta, mes trucs et tout. Je l'ai fait pendant du coup 5 ans. Et jusqu'à un moment donné où ça devenait trop. Je m'épanouissais de moins en moins chez Sephora parce que j'avais fait un peu le tour. Les directions changeaient. On avait de moins en moins de liberté. Ils voulaient de plus en plus d'homogénéisation. Et donc du coup, en fait, tu deviens un exécutant. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais perçu. Et moi, j'aimais créer. Bah oui. Donc, je me sentais bridé. Et je me suis dit, guys, ça fait 7 ans. Je pense qu'on a fait un bon bout de chemin ensemble. J'ai sorti 2 co-créations chez Sephora. Enfin, on a fait plein de choses. Co-création, c'est que t'as aidé à créer des produits ou c'était brandé avec ton nom? Brandé avec mon nom. Genre Richard X Sephora. Exactement. Ok. J'en ai fait une en 2019 de Shiniest, une palette d'highlighter. Et en 2021, My Revival, où il y avait une collection de palettes de fard à paupières et de gloss. À un moment donné, cette liberté créative, elle est bridée. Donc, j'imagine que la solution la plus logique, c'est de mettre ça à profit de toi, puisque tu es maître de ta créativité. Ouais. Comment tu fais la transition sur toi en tant que créateur de contenu? Est-ce que tu avais déjà des revenus à ce moment-là sur les réseaux? Est-ce que pas forcément? Comment ça s'est passé pour réussir à... Parce que tu pars quand même d'un poste qui est très corpo à... je me mets à mon compte. 2021, c'est pas non plus très... c'est quand même tôt dans l'influence. C'est juste après le Covid. TikTok vient d'arriver. Enfin voilà, c'est encore le début du gros écosystème que c'est maintenant. Comment ça se passe, cette transition? Ça fait peur. Ouais. Et c'est pour ça, encore aujourd'hui, réfléchissez avant de quitter votre travail pour l'influence. Surtout aujourd'hui, à l'époque encore on était moins, mais maintenant on est tellement... Genre c'est fou. Moi j'ai connu plusieurs ères de l'influence. Et je peux parler de ma niche qui est la beauté. En 2016, on était une trentaine. En 2021, on était une centaine. Là je pense qu'on est facile 1000. Oui. Ça évolue super vite. Et donc du coup, être choisi parmi 30 pour des collaborations, des trucs de ouf, trop bien. Être choisi parmi 100, plus dur. Être choisi parmi 1000, intense. Mais le marché grossit, les budgets sont de plus en plus gros, il y a de plus en plus de marques, on donne plus de budget à l'influence au global, donc... Mais c'est pas... Enfin, comment dire? C'est pas dit que rien n'est sûr. Et après, c'est des tempéraments. Moi, comme dans n'importe quel business. Demain, quitter ton taf pour lancer une boulangerie, t'es pas sûr qu'elle va marcher. Ah non, mais c'est sûr. Mais... Oui, non, mais ça complètement. Mais en gros, pour revenir à moi, je suis quelqu'un d'assez anxieux de base. Et je voulais quitter Sephora pour me lancer à mon propre compte parce que je voyais mes potes le faire et tout. Mais moi, j'avais peur. Parce que je me suis dit, on sait pas de quoi demain est fait. Et moi, la stabilité m'a toujours rassuré. Parce que je suis quelqu'un d'assez anxieux. Et mais bon, à un moment donné, si tu le sens au fond de toi qu'il faut le faire, je l'ai fait. Sûr. Et quand tu l'as fait, tu avais déjà des sources de revenus liées à l'influence. Pas tant. Parce que j'avais un contrat d'exclusivité avec Sephora. Ah, bah oui. Où en gros, tu peux pas, je crois que tu pouvais pas toucher d'argent en dehors de ta boîte. Après, ça se faisait un peu en bonne intelligence quand il y avait des marques qui étaient vendues chez Sephora, ils étaient OK. Ouais. Mais clairement, c'était pas non plus énormément. Mais il y avait un petit complément de revenu qui était sympa. Mais donc, du coup, il y avait ce problème aussi. Je ne connais pas mon potentiel. C'est ça. Tu sais pas ce qui va se passer quand Exactement. Ça se trouve, tu pars de Sephora et personne ne va bosser avec toi. C'est ça. C'était donc un risque, mais que j'ai pris parce que je le sentais. Puis, j'étais plus le temps épanoui dans la boîte. Et je pense qu'à un moment donné, quand t'es plus épanoui quelque part, et si tu peux te le permettre, pars. Parce que,
venir travailler, pas avec la boule au ventre, je n'étais pas arrivé à là, mais à venir travailler en aimant plus ce que tu fais. Moi, en tout cas, c'est pas ce qui me faisait vibrer. Encore une fois, tu l'as dit, tu es un passionné. Il faut que la passion te drive. Exactement. Tu fermes tes passions. Donc exactement. C'est complètement normal. Donc je me suis lancé, ça a bien marché, tout roule, et on est encore là aujourd'hui, quoi. Donc c'est cool, ça fait 5 ans. Le parcours est fou. Hein. Bah ça fait un peu le parcours à l'américaine, genre tu te dis le mec dans un petit village perdu, s'est lancé sur internet, après eu un post créé chez Sephora à son nom, après machin, après truc. Non, en vrai c'est cool, et je pense que j'ai été là au bon moment. Oui. Je pense que j'ai créé ma chance aussi, bien sûr, j'ai travaillé pour. Et t'as eu la vision. Et j'ai eu la vision. Parce que tu l'as dit, à l'époque il y avait des influenceuses beauté, il n'y avait pas ou quasiment pas de mecs qui le faisaient. Il faut arriver avec quand même beaucoup d'aplomb pour se dire je suis un mec, je me maquille, je l'assume avec tout ce que ça peut engendrer en termes de critiques, de hate, oui, parce etc. Que je vous laisse imaginer du coup. On n'en a pas parlé, mais j'imagine que tu as dû en prendre plein la gueule. Donc oui, il y a le timing, mais il y a aussi une grosse paire de couilles. Oui, énorme. Énorme. Non, oui, bien sûr, ça joue, mais il y a aussi, il y a un point sur lequel je voulais revenir, parce que je vois des fois des choses passer sur les réseaux, où en mode, après c'est un long débat. Oui, mais les influenceurs étaient déjà riches à la base. Et donc, du coup, je pense que pour certains, oui. Je pense que pour certains, complètement. Mais je pense qu'il est important d'avoir de la nuance et qu'en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Genre, moi, je ne viens pas d'une famille, je pense, pauvre, mais je viens pas non plus d'une famille riche. Enfin, mes 2 parents travaillaient à l'usine, étaient ouvriers. Je vais pas vous raconter toute ma vie, machin. Mais j'ai commencé à travailler à 14 ans, j'étais serveur. Donc oui, j'avais de l'argent, mais c'était de l'argent que je peux travailler parce que je travaillais depuis que j'étais ado, genre. J'ai travaillé depuis que j'étais ado. Et oui, je vivais chez papa, maman, j'avais pas à donner un loyer, etc. Mais je veux dire, j'étais pas dans le 16e avec des sacs Chanel à 18 ans. Donc je pense qu'il y a eu une génération qui est arrivée après sur Internet qui avait plus un petit peu cette DA. Mais qui a plu à une partie des gens. Et à l'inverse, t'avais des mecs qui partaient de nulle part avec un téléphone qui plaisait à d'autres personnes. Et finalement, chaque créateur de contenu trouve son audience. Exactement. Et en vrai, moi je trouve que l'influence, on a beau dire ce qu'on veut sur le riche pas riche au début, c'est un des seuls secteurs de l'activité qui donne sa chance à tout le monde en partant de zéro. Exactement. Tu pars avec un téléphone, tu peux percer sur les réseaux. Enfin, globalement, cite-moi un business où il faut pas de l'argent, il faut pas du réseau, il faut pas un énorme diplôme. Enfin, l'influence, tu peux partir vraiment de zéro. Donc ce faux débat de riche, pas riche, les gens qui ont commencé, oui, comme tu dis, il y en a qui ont commencé qu'avec de l'argent, mais je suis pas sûr que ça les ait plus aidé que ça. D'autres qui ont commencé avec rien. Parce que l'argument, c'est en mode ils ont des choses à montrer, ce qu'ils peuvent les acheter. Oui. Ça, je l'entends complètement, mais ce que je voulais dire, c'était, en gros, un gros de ton mieux, s'ils avaient de l'argent et qu'ils ont commencé et ça a marché tout pour eux. Mais en gros, mais comme un mec c'est pas comment dire, c'est pas quelque chose qu'il faut pour percer sur Internet. Ah non, clairement. Il y en a plein qui le font, et même juste à raconter des story time, tu n'as rien besoin de montrer. Et il y en a plein qui ont percé en racontant leur vie. Et pas montrant des choses. Ouais. Il faut juste un télé. Moi, j'avais même pas. Bon, après, c'était l'époque. Je sais pas si c'est la qualité de l'époque, parce qu'aujourd'hui, mais j'avais un caméscope, je pense à 50 €, posé sur le rebord de ma fenêtre. Et c'était ça ma lumière. Et puis c'était posé sur le rebord de ma fenêtre. Et puis j'ai fait mes vidéos comme ça. Oui, j'avais un PC avec Windows Live Movie Maker qui buguait, mais tout le temps pour faire mes montages. 4 heures pour faire 3 cuts. Et puis 24 heures pour l'uploader sur YouTube. Mais entre guillemets, après, bon, la génération a changé. C'est un grand débat. Mais je pense que, voilà, moi, il y a plein de personnes autour de moi, de ma génération d'influenceurs, qui roulaient pas sur l'or et qui ont percé et qui ont construit leur métier, leur carrière et du coup leur revenu derrière, quoi. L'évolution sur les réseaux, elle s'est faite de façon progressive. Il y a un moment donné où ça a explosé et après ça a stagné. Il y a une vidéo qui a buzzé. Comment ça s'est fait un peu cette évolution ? T'as transitionné aussi, j'imagine, sur d'autres plateformes que YouTube, puisque là-bas c'était sur YouTube. Comment ça se passe un peu tout ça, là, cette évolution ? Non, je pense pas qu'il y ait de vidéo qui ait buzzé. Je pense que c'était vraiment une ascension progressive. Okay. J'ai pas. Après, à l'époque, j'étais très proche aussi de Marwa, The Doll Beauty, où on était vraiment un duo sur Internet. Et Marwa avait une énorme communauté. Donc je pense que oui, pour être honnête, bien sûr, ce serait mentir de dire le contraire. Ça a dû m'amener aussi des gens. Et aujourd'hui, avec Marwa, tout va très bien. Tout s'est apaisé avec toutes les histoires qu'il y avait affichées sur Internet. Tout va bien aujourd'hui. Et puis elle aura toujours une place dans mon cœur parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Mais après, non, j'ai pas de concept ou de vidéo qui a vraiment buzzé. C'est juste qu'à partir de 2022, TikTok a vraiment pris de la place. Moi, j'étais dessus depuis 2020, mais les youtubeurs étaient un peu méprisants avec les TikTokers. On était un peu en mode, ouais, ils font des playbacks et ils dansent, c'est quoi ça ? Et au final, regardez-nous, on est tous dessus. Bien sûr. En fait, on n'aime pas quand ça a bousculé nos codes, je pense. On est un peu les vieux, comme la télé. C'était mieux avant. Oui, comme la télé, quand Internet est arrivé. Exactement. Vous êtes un peu les vieux d'Internet, vous. Exactement.
Mais je pense que ce qui a un peu marché par contre pour moi sur TikTok, parce que j'ai senti qu'il fallait prendre le tournant de TikTok, surtout dans la beauté, c'est que j'avais lancé un concept en 2023 où j'ouvre les calendriers de l'Avent dans la rue avec des inconnus. Et j'en faisais un par jour pendant tout le mois de novembre. Un calendrier complet ? Ouais. D'accord, donc tu prenais une marque, un calendrier. Exactement. Tout. Et c'était de l'organique. Il y avait rien de paid. Ouais. C'est de l'organique. En fait, je voyais tout le monde ouvrir les calendriers de l'Avent un par jour, machin et tout. Mais si c'était tous chez eux, je me disais, oh, c'est chiant en fait. T'en vois un, c'est chiant. Et je me suis dit, il faut trouver le twist. Et je me suis dit, en fait, Noël, partage. Les gens dans la rue vont choisir une case et le cadeau qui découle derrière la case, ils vont le garder. Ah, donc tu prenais plein de personnes, du coup, chacun ouvrait une case. Ah, bah, il y avait 24 personnes, du coup. D'accord. C'était long. Mais oui, c'était une grosse session de tournage. Mais c'était très long. Je passais une vidéo TikTok. Et surtout, en mois de novembre, c'est soit de la pluie, soit il fait nuit à 15h. Donc du coup, c'est compliqué d'avoir des gens dehors. On passait des fois 3 heures dans la journée dehors pour faire une vidéo. Et après, il faut la monter. Sous 0 degré. Ouais, bon, après, ça c'est ok. Mais c'était long. Pour une vidéo, ça me prenait, entre le tournage et le montage, au moins 5 heures pour une vidéo. Et ça tous les jours pour le mois de novembre. Et ça marchait ? Ouais. Par contre, ça marchait. Ça a marché. Le concept est fou. Ça a bien marché. Et derrière, du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait un peu pull-up sur YouTube, sur TikTok, pardon, fin 2023. Et après 2024, sur TikTok, ça a été la folie. Et là, maintenant, TikTok, c'est finalement ton réseau où t'as le plus de monde ? Ouais. Ok. T'as toujours YouTube ? Tu continues à créer dessus ? Moins. T'es plus en format vertical, donc Insta, TikTok. Exactement. Snap un peu ? Non. Pas du tout, j'arrive pas parce que j'ai pas ce réflexe de filmer toute ma vie ou de documenter toute ma vie. Je le faisais en 2016, mais j'ai 30 ans aujourd'hui et j'ai un peu moins ce truc de je savais pas quoi raconter. Je comprends. Même Spotlight ? Tu postes pas en Spotlight ? Je la filme. Non, je comprends. Non, mais en vrai, y a pas de... En fait, c'est tellement compliqué et j'ai filmé un TikTok mais je l'ai jamais posté. Quand on a commencé, on avait une vidéo YouTube par semaine à faire. Ouais. 2-3 posts Insta dans la semaine. Là, faut être présent quotidiennement, voire plusieurs contenus par jour sur TikTok, quotidiennement sur Instagram en Reels, en post, en story. Oui. Faut être YouTube Shorts, Spotlight, Snap, Twitch, BeReel, machin, podcast. Ouais. On a toujours qu'une personne à créer. Et on est l'un des métiers, et quoi que vous en pensiez, on crée du contenu. On est créateur de contenu. On est le métier créatif à qui on demande le plus de créer. On nous demande tous les jours. Ouais. Un chanteur, il va créer son album. Ouais. Un acteur, il va créer son film. Un machin, il va mettre 3 ans pour le faire. Exactement. Le chanteur, son album, il met... Mais je pense pas que tous les jours, plusieurs fois par jour, on lui demande de créer. Ouais, c'est clair. Ce qui amène à la surconsommation de contenu, mais ce qui amène aussi, je pense, et il y a beaucoup, qui ont disparu à cause de ça, à l'épuisement. Parce que quoi qu'on en dise, bien sûr, ce n'est absolument pas un métier physique. Et je ne dis absolument pas que le métier d'influenceur est dur ou il n'y a pas de débat. Je pense que non. Mais... je pense que psychologiquement et créativement, ça peut être drainant et épuisant, mais pas en mode constante. Ouais, et c'est pas épuisant dans le sens fatigant, mais en gros, t'as épuisé ta créativité. Genre, en gros, tu l'as vidée, t'en as bien plus. Sûr. Ouais, c'est comme la batterie sociale, tu rentres à la maison, t'as parlé toute la journée avec des gens, elle est épuisée. Et là, c'est pareil pour vous, c'est une espèce de jauge créative à la fin de la journée. Tu peux plus. Exactement. Et justement, bon, ça fait partie des petites problématiques que vous avez. Est-ce que toi, justement, t'as dû faire des sacrifices dans ta vie, même dans ta carrière, pour en arriver là où t'es, pour exercer ton taf de la meilleure façon possible ? Non. Pas nécessairement ? T'entends quoi par sacrifice ? Je sais pas, des choses que t'as dû mettre de côté parce que l'influence prenait trop de place, des choix que t'as moins voir ta famille, peut-être même trop bosser, avoir des moments où t'étais... Trop bosser, oui. Oui. Trop bosser, oui, mais encore une fois, le problème, enfin c'est pas un problème, mais notre taf c'est notre passion. Ouais. Donc en fait, quand t'aimes ce que tu fais, le même problème quand je bossais chez Sephora avant d'être dans l'influence, bah tu comptes pas. Tu comptes pas, mais ça n'empêche pas que si t'es épuisé, à un moment donné. Moi j'ai un pote qui est DJ, c'est sa passion, c'est un artiste, mais en fait quand tu fais une tournée mondiale pendant 6 mois d'affilée, que tu prends l'avion tous les jours, que t'es en jet lag H24, tu rentres, t'es juste au bout de ta vie, même si tu kiffes ce que tu fais. Ah mais carrément, mais du coup t'as pas ce côté sacrifice à te dire, comme dans un métier par exemple qui te plaît pas au plus corpo, à te dire par contre je fais un 9-19, mais non pas de faire un 9-20, tu vois. Ben moi je vais travailler jusqu'au bout de la nuit, le week-end, les vacances, mais parce que j'aime ça. Et aussi, c'est le parallèle, ce que je disais dans les vacances au tout début, créer du contenu plaisir ou travail. Ouais. C'est un peu compliqué, mais après, je me suis quand même mis des limites et des barrières dues à mon expérience plus corpo avant. J'essaie de pas travailler les week-ends. C'est bien. Et le soir, hors événement ou événement spécial, après 19h, j'essaie de plus travailler. C'est bien. Sinon, on s'épuise. Et je l'ai déjà vécu. Clair. J'ai fait, fin début d'année dernière, je me surchargeais de choses à faire. Parce que j'aime ça, parce que je pense que j'ai aussi un petit problème à ne rien faire, ça m'a épuisé. Mais bon, en vrai je m'en plains pas parce que moi j'aime bien, franchement, non mais c'est important même pour tenir sur le long terme. Il faut que tu tiennes sur le long terme, donc t'es obligé de par exemple moi je m'accorde le dimanche, c'est vraiment mon jour, personne me parle, vraiment je coupe mon téléphone parce que je sais que si j'ai pas un jour dans la semaine où je coupe, le lundi je vais pas être bon, je vais pas être productif, donc c'est aussi bien parfois de prendre du recul, de couper, de
se mettre un cadre pour être plus productif. Oui, carrément, ça c'est sûr. Et comme dans n'importe quel taf. Et comme dans n'importe quel taf. Donc, trop bien. Aujourd'hui, tu es fier de ce que tu as réussi à accomplir? Ouais, carrément. J'ai ouvert la voie à plein de gens. Il y a plein d'autres mecs dans la beauté maintenant en France qui me le disent, qui me disent t'as créé la voie, t'as ouvert les portes, c'est grâce à toi qu'on a pu être là où on est aujourd'hui. Et c'est hyper valorisant, même si j'arrive pas à me dire c'est moi qui ai fait ça, genre. Mais en vrai, non, c'est cool. Parce qu'en fait, sur le moment, je me disais pas, je change les choses. Tu vois, moi, je faisais juste mon truc. Ah oui. Et ça, vous vous en rendez pas compte. C'est ça, je me rendais pas compte. Et maintenant, de voir Fabien, par exemple, qui me dit, c'est toi qui m'a permis de me lancer et du coup, créer tout ce que je fais aujourd'hui. Enfin, toi qui m'as donné les possibilités, t'as ouvert les voies et tout. Et on a retrouvé une vidéo de 2018 sur YouTube. Il était pas encore du tout sur les réseaux. Il faisait des petits posts Insta make-up où je jugeais le make-up de mes abonnés. Il était dedans. Wow. C'est trop drôle. C'est incroyable. C'est trop drôle. Et aujourd'hui, on s'entend super bien, on est potes et tout. Et je me dis, mais c'est trop cool. C'est trop bien. Donc oui, je suis super fier. Je suis aussi fier de me dire qu'en 2014, on me refusait un entretien d'embauche chez Sephora et d'y avoir vendu des palettes à mon nom derrière. Et maintenant de collaborer avec eux. Ouais, je suis dans le crew Sephora depuis 2 ans. Ça, bien sûr. Mais d'avoir eu mon visage et mon nom sur un produit vendu dans le Sephora de Belfort où on me refusait un entretien avant, c'était incroyable. La boucle est bouclée, quoi. Oui, clairement. Donc non, en vrai, je suis super fier et je suis content. Et j'espère aussi avoir, même aux yeux du grand public, avoir aidé à ouvrir les mentalités et puis voilà, quoi. Mais tu sais que j'y ai pensé sous la douche tout à l'heure. Tu penses à moi sous la douche? Ouais. Non, mais je réfléchissais parce que je me nettoie le visage sous la douche. Ok. Et pendant que je nettoie le visage tout à l'heure, en pensant à ce qu'on va se dire, etc., je conscientise comment moi, en tant que mec, j'ai commencé la skincare. Puisqu'à la base, moi, comme toi, je viens de la campagne. La skincare, mon daron, il sait à peine ce que c'est maintenant, mais alors je t'imagine, il y a 10 ans, encore moins. Donc je ne suis pas éduqué là-dessus. Et maintenant, j'ai une skincare routine en 6 étapes. Bref. Ok, très bien. Et je réfléchis et je me dis, putain, mais comment j'ai commencé? Et je me rappelle que j'ai commencé parce que je regardais un YouTuber à l'époque, qui n'était pas un YouTuber beauté, un mec, Ben Never, il s'appelle, je sais pas si tu vois qui c'est. Non, je crois que c'est qui faisait des espèces de podcasts, bref, il parlait de plein de sujets sociétaux et tout. Et un jour, il fait une collab pour une marque de skincare. C'est comme ça que je m'intéresse au truc. Donc je commande, j'achète un placement de produit, première fois de ma vie aussi. Et du coup, je commence à m'intéresser à ça, et puis après, le taf a fait que. Et quand j'ai déconstruit le truc, c'est comment ce mec a commencé. Mais il y a genre 10 ans, un mec ne pouvait pas parler de skincare ou de make-up sur les réseaux. Ça a commencé parce qu'il y a des mecs comme toi qui ont ouvert la voie. Donc toi, t'as ouvert le truc sur le make-up. Ça a ouvert la beauté en général aux hommes. Et des hommes ont parlé de skincare. Et du coup, maintenant, tous les mecs qui ont entre 20 et 40 ans, quasiment, ont une skincare. Oui, certains assument de se maquiller. Moi, des fois, j'ai un bouton, je prends du correcteur et puis aucun souci. Et en vrai, ça part juste de mecs comme toi, en fait, au tout début de la chaîne. Parce qu'il y a 10-12 ans de ça, même parler de mettre une crème sur son visage, on n'en parlait pas en tant que mec, on le faisait pas. Donc, en vrai, le ricochet, il va loin. Il va très très loin. C'est fou. On se rend pas compte pourtant quand on le fait. Tu t'en rends pas compte, mais tu sais, et puis même aujourd'hui. Et je pense d'un côté, c'est bien de pas s'en rendre compte, parce que ça évite de prendre la grosse tête aussi. Non, bien sûr. C'est important d'être fier de soi, de célébrer ses victoires aussi, mais je pense que de pas tout savoir, c'est bien aussi, tu vois. Qu'on te le dit de temps en temps, c'est trop cool, mais pas de se réveiller le matin en disant j'ai changé le monde. Grâce à moi. Les gens vivent mieux grâce à moi. Non, pas du tout. Justement, sur les réseaux, il y a de la skincare, il y a du make-up, il y a le festival de Cannes, il y a les voyages. Est-ce qu'il y a des choses de ta vie que les gens ne voient pas justement sur Instagram, des choses que tu montres pas? Oui. Quoi? Ma vie privée. Ouais. Ma vie privée, par exemple, si j'ai des relations amoureuses, j'ai jamais montré. Ok. Ce genre de choses. Mais parce que aussi, j'ai pas ce truc de. Enfin, en fait, j'ai toujours montré mon expertise. Ouais. J'ai jamais trop montré. Enfin, je montre qui je suis dans mes contenus, mais j'ai jamais non plus. Enfin, je suis pas un vlogueur. Les gens t'ont jamais suivi pour un couple ou pour. Ouais, ou pour. Ils t'ont suivi parce que tu donnes des conseils sur le make-up et que tu parles produit. Je pense qu'ils me suivent un peu pour ma personnalité, mais je pense que surtout, on me découvre pour mon expertise. Bien sûr. Tu vois. Oui, donc clairement. Et donc, du coup, c'est pour ça. Et ouais, il y a des choses que je vais garder. Privé, même si maintenant j'essaye aussi de plus en plus à montrer qui je suis, parce qu'à un moment donné c'est très bien d'être le meilleur conseiller Sephora sur TikTok, mais de montrer aussi qu'on est humain et d'être humanisé, c'est bien aussi. Mais oui, je montre pas tout, je fais juste ce que je veux montrer, mais de plus en plus aujourd'hui, parce que à l'époque, et on en parlait avec un pote qui est aussi sur les réseaux, je regardais mes archives story Insta. Mais ce qu'on mettait en story, on était hilarant. Mais aujourd'hui, on s'est tellement lissé. Mais pourquoi? Parce que la haine. Voilà, clairement. Ça, c'est une dinguerie parce que
on en parle depuis tout le temps, mais j'ai l'impression que c'est une escalade qui va juste vers le haut. Ouais. Année après année, c'est de pire en pire. Et j'étais tombé sur des contenus sur TikTok qui parlaient de ça, qui disaient mais vous vous étonnez que les gens sont plus drôles, qui font que des collaborations commerciales, machin et tout. Mais ils me disent mais c'est vous qui les poussez à ça. À chaque chose qui disent ou qui disent pas, vous tombez sur les gens. À chaque truc potentiellement discutable, vous le rentrez dedans. Mais bien sûr que les gens après veulent se protéger. Qui a envie de se prendre des trucs dans la gueule tout le temps? Personne. Donc, tout est gênant. Tu parles d'une marque, t'es un vendu. Et au final, comme tu dis, peu importe ce que tu feras, dans tous les cas, on finira par te critiquer. Et du coup, là, t'arrives un petit peu à justement occulter un peu tout ça et juste faire ce que t'as envie, histoire de prendre la tête, ou ça t'impacte quand même? Après, il y a des trucs. Le fait qu'on me reproche que je suis un mec qui me maquille, je m'en fous, parce que bon, ça fait 12 ans. Voilà, je m'en fous. Puis après, avoir été harcelé dans la vraie vie, je dis pas que l'harcèlement sur Internet du coup est ok, mais moi je pense que l'avoir connu dans la vraie vie, ça m'a un peu vacciné de l'harcèlement sur Internet. Même si ça ne veut rien dire et selon les personnes c'est différent, et je pense que le harcèlement sur Internet fait limite plus de mal que le harcèlement dans la vraie vie. Mais moi en tout cas, ce côté t'es un homme qui te maquille, super, comme si tu disais waouh t'es gay, bah bravo, qu'est-ce que je te dise. Mais après sur des choses plus perso ou des choses que machin, là du coup oui j'ai moins bien le vivre parce que tu te fais juger alors que la personne tu ne la connais pas. Enfin, tu ne me connais pas, tu vois. J'avoue que du coup, je reste dans ma niche et je parle de beauté, de make-up et comme ça. Enfin, pareil, tu veux me critiquer parce que j'aime pas ce fond de teint et j'aime ce fond de teint. Bah, vas-y, fais-le. Oui. Ça va pas me toucher, du coup. Ok. Mais je pense que oui, je me protège beaucoup parce que, personne n'a envie personne n'a envie de souffrir, quoi. Normal. Et Internet est de plus en plus virulent parce que Internet et surtout TikTok a accueilli toute la sphère de Twitter, pour moi, qui était... Récemment, parce qu'au début de TikTok, c'était pas ça. Non, oui, pour moi, c'est depuis 2023. Ouais. Ça a commencé. 2024. Depuis 2024, pour moi, c'est à fond. Et ça a accueilli toutes les personnes misogynes, enfin, tous les cassos, pour moi. J'appelle ça des cassos, mais genre vraiment des gens mauvais. Tous les gens mauvais de Twitter sont venus pour taper sur toutes les minorités. Et sur les femmes, les personnes racisées, les personnes LGBT, etc. Tout le monde prend cher. Et ça, il y a toujours eu, malheureusement, et j'espère qu'un jour ça s'arrêtera, mais je suis moyennement sûr. Mais on a récupéré, parce que je pense que TikTok a pris tellement d'ampleur, tout le monde est venu dessus. Et aussi, amener l'argent plus facile qu'un YouTube, comment YouTube pouvait l'amener. Et donc, du coup, tout le monde s'est dit, je peux tenter ma chance. Et ça, il n'y a pas de souci. Mais du coup, t'as de tout. Il y avait un frein à YouTube avant. Ouais. Avant, si tu savais pas monter, déjà, tu peux oublier. Exactement. Non, c'est clair. Et cette haine-là que tu as vécue sur les réseaux, est-ce que tu l'as ressentie dans la vraie vie aussi? Parce que souvent, on me dit, c'est bizarre, dans la rue, j'ai que des compliments. Jamais personne n'est venu t'insulter dans la rue. Jamais. C'est fou, ça. Hein. Jamais. C'est fou. Hein. Ouais. Des fois, je me demande même si les haters, s'ils te croisent, ils vont pas venir te demander une photo à la fin. Hein. Ah, mais il y a moyen. Je suis sûr qu'il y a moyen. Il y a moyen. Mais parce que je pense que les gens, je pense que malheureusement, et c'est un grand problème, sont tristes dans leur vie. Et du coup, je pense que pour se réconforter, faire du mal à d'autres gens, ils se disent ça va faire du bien. Ou tu sais, juste regarder, rien que quand je vois les comptes drama, mais les vues, les commentaires, je me dis, mais en fait, je pense que oui, les gens aiment assister à des dramas, les gens aiment parler sur un tel ou un tel, les gens aiment tout ça. Et ça découle de la télé-réalité. En fait, vu qu'il y a moins de télé-réalité, maintenant, on est leur télé-réalité. Sur Internet, et bien sûr. Et les histoires s'alimentent, et les gens kiffent. Et du coup, moi, je trouve que c'est tellement dommage, alors que Internet, les réseaux sociaux, ça pourrait tellement juste être bonne ambiance, bienveillant, etc. Mais on en a fait quelque chose qui ne l'est pas forcément. Après, tout le monde, bien sûr, ne l'est pas, et Dieu merci. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qui pousse les gens à avoir de l'animosité et de la méchanceté gratuite pour les gens qui ne connaissent pas? Je comprends pas non plus. Genre vraiment, ça m'est jamais venu à l'esprit, moi, de mettre un commentaire de haine sous une vidéo. Même si je vais passer un truc. Même si j'aime pas la vidéo, voilà. Même si j'aime pas la vidéo, je me suis jamais dit, tiens, je vais insulter. Et surtout, l'harcèlement tue, guys. Enfin, il y a eu encore un TikToker là qui s'est ôté la vie récemment, la Bible, qui a mis fin à ses jours. On n'a pas encore vraiment les raisons exactes de pourquoi, et voilà. Mais on sait qu'il subissait beaucoup de harcèlement. Et on le sait que le harcèlement tue. Il y a déjà eu des cas dans le monde, en France. Et en fait, pensez-y à deux fois. Enfin, à un moment donné, que t'aimes pas un truc et que tu donnes ton avis sur un sujet, genre en mode, moi j'aime pas, je donne mon exemple dans ma niche, j'aime pas ce fond de teint parce que si ça, c'est ok. Mais de juger une personne par rapport à qui elle est, ce qu'elle représente ou quoi, ça non. Et est-ce que vous voulez être responsable de la mort de quelqu'un?
En fait, dites-vous ça avant de commenter un c'est truc la qui bonne peut question. potentiellement être négatif. C'est la bonne Parce question. que malheureusement, ça tue et c'est dramatique, quoi. L'État prend des mesures. Ouais, Là, mais... les réseaux interdits aux moins de 15 ans, qu'est-ce qu'on en pense? mais est-ce que c'est vraiment des moins de 15 ans qui harcèlent? Je sais pas. Non, il y a Voilà. des big darons qui le font aussi. Oui, enfin. c'est vrai. Et pour moi, c'est déplacer le problème. Hmm. Pour moi, c'est surtout les plateformes qui devraient prendre leurs responsabilités Qui devrait et pas modérer, l'État ouais. qui devrait demander des pièces d'identité ou l'âge avant de commencer. Enfin, Ah, parce je veux que- dire, moi, j'avais les réseaux sociaux avant 15 ans, c'est pas pourtant que j'harcelais les gens, tu vois. Pour moi, c'est punir Clairement. aussi des gens qui n'ont rien demandé et c'est déplacer le problème. Moi, je pense que c'est surtout obliger les plateformes à prendre leurs dispositions, à faire du tri, Hmm. et puis, quand on signale des choses, à... Regardez le signalement. Parce que ouais. des fois, ils font sauter des comptes qui n'ont rien demandé à personne. D'un coup, ton compte, il saute. On sait pas pourquoi. Par contre, des commentaires de haine, Ouais. ça se fait signaler parce que les mecs font de la merde. Et puis les comptes, ils restent. Le commentaire, il reste. Tu comprends pas. Mm. C'est... Ma foi, c'est les réseaux de maintenant. J'ai 2 petites rubriques dans le podcast qui sont très simples. La première, elle s'appelle la question d'un proche. Ok. En gros, avant le podcast, Mais t'as demandé à qui? Ah là j'ai demandé là. à quelqu'un de ton entourage, tu sais pas qui, une question qu'elle a à te poser. Et c'est Karine, du coup, ton agent depuis Ok. des années, je pense. Ça fait- Depuis 7 ans aujourd'hui. depuis 7 ans. Punaise. Qui a une question à te poser, du coup. Et elle te demande, qu'est-ce que tu dirais au Richard de 2016 ? Je lui dirais, t'as pris la bonne décision de venir à Paris. Ok. Tout ce dont tu rêves, tu vas le toucher. Donc, Tu vas le toucher. Non, mais en fait, ben ouais, tout ce dont t'as toujours rêvé. T'as dansé avec Lady Gaga. Tu rêves de ça depuis que 2009. C'est ton idole, tu l'aimes plus que tout. Grâce à l'influence, tu l'as rencontrée, t'as dansé avec elle le jour de ton anniversaire. C'est une Ça, folie. T'as rencontré Huda Beauty, t'as filmé des vidéos avec Huda Beauty à Dubaï, t'as rencontré toutes les plus grandes de ce nom, je les ai rencontrées. T'as fait une vidéo avec Rihanna. Mec, t'as fait Rihanna. une vidéo avec Rihanna. J'ai lancé des produits à mon nom, j'ai influencé des marques, j'ai influencé des gens positivement quand je dis pour se lancer sur internet et compagnie. Mais en vrai, j'arrive pas à réaliser parce que je pense qu'il y a des trucs qui datent de l'enfance, de manque de confiance en soi et tout. Et des ouais. fois, on oublie de se remémorer les choses. Mais je lui dirais, ben bravo, t'as fait ce dont tu rêvais et sois pas trop dur avec toi-même. Et aussi, je lui dirais, sois pas trop gentil avec tout le monde. Voilà. Ok. Ça t'évitera des bricoles. Bah, il prendra le conseil alors. Voilà. Bon, maintenant c'est bon, on est dans la trentaine. On fait plus ça. Aïe, 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 le mot dur là. Moi, je m'y approche doucement. T'as quel âge? Je fais 28 là cette année. Ah ouais, dans punaise. 2-3 mois. Bon, ça va. Ça va, mais Ouais. Ça Mais va après, c'est ok, 30 ans. tu le vis bien? Ouais, franchement, de ouf. Ouais. Moi, je pense que c'est la j'appréhende. plus belle dizaine, la trentaine. C'est ce qu'on parce- dit. La vingtaine, on se construit, on se Ouais. construit financièrement, on se construit au niveau de la personnalité, on est encore pas sûr, on découvre la vie. La trentaine, t'es un peu plus établi quand même. Mm. Et je pense que tu commences un peu plus à kiffer. Et je pense que tu te poses moins de questions, t'es moins insecure, t'as même Tu te niveau connais relation. plus, tu te connais plus, Ouais, t'as c'est plus ça. d'expérience dans les relations aussi. Donc C'est ce qu'on je me dit. pense C'est ce qu'on me dit. ouais. En tout cas, je Et on me dit que sens le plus prime, serein. physique, homme comme femme, c'est dans la trentaine. Bon, on l'attend. Écoute, Du coup, le prime. Mais si tu nous entends. exactement. Mais non, en tout cas, je me sens plus apaisé dans ma trentaine que dans ma vingtaine. Ok, trop bien. Dernière rubrique. Ça s'appelle oui ou non. Je te pose des questions simples. Tu peux répondre que par oui ou par Ok. non. Il n'y a pas de piège. Est-ce que tu as déjà douté d'une vidéo que tu as postée sur les réseaux? Non. Ok. Est-ce que les réseaux t'ont changé? Oui et non. Ok. Est-ce que tu lis encore les commentaires? Oui. Tu t'es déjà senti illégitime sur les réseaux? Non. Est-ce que tu as déjà refusé une très grosse collaboration? Oui. Est-ce que tu pourrais vivre sans les réseaux sociaux? Bah, c'est mon travail. Bah non, du coup. Ok. Tu as déjà voulu tout arrêter? Oui. Ok. Et dernière question. Si tu devais tout recommencer, est-ce que tu ferais exactement la même chose? Oui. D'un point de vue carrière? Ouais. Ou vie? Ouais. Carrière, Influence? ouais. Ok. Trop bien. Bah écoute, merci. Bah, merci à toi. Moi j'ai grave kiffé, c'était Bah trop ouais, de intéressant. ouf. Tu fais partie des légendes de l'influence. Oh. Donc, Pitié. non mais t'es un des premiers, t'as démocratisé un truc, t'es un des numéros 1 dans le secteur numéro 1 de l'influence. Donc, il y a quand même un bagage de fou. On a réussi à le condenser, c'est trop bien. Et le parcours en vrai est inspirant parce Oui. que il y a aussi chez toi une dimension corpo, carrière, marque que Ouais. beaucoup n'ont pas. C'est vrai. T'as travaillé avant, enfin tu vois, il y a quand même un truc où je trouve que c'est beaucoup plus ancré en termes de parcours que juste un mec qui d'un coup à 17 ans fait une vidéo, buzz et Oui. boum, ça lance ta carrière, on est parti. Oui, et Toi, il y a puis, tout un aspect de construction, d'évolution, de gros projets, c'est... oui, et puis du coup aussi, je pense que ce qui m'aide au quotidien aussi, c'est je sais ce que c'est de travailler aussi.
Même si l'influence c'est un travail, ok, mais j'ai pas pop-up en étant, et no shade à ceux qui l'ont eu comme ça, mais à sortir du lycée puis à vivre d'internet. Bien sûr. Enfin, je bosse depuis que j'ai 14 ans, j'ai été serveur, j'ai été vendeur, c'est pas les jobs les plus pénibles, ok, mais c'est pas non plus les plus chill non plus, et je sais ce que c'est, voilà quoi. Et bon après, est-ce que ça veut pas non plus dire beaucoup de choses, mais pour moi ça m'a appris quand même la valeur du travail, la rigueur. Je suis assez exigeant dans le travail, mais parce que du coup, je travaille depuis plus de la moitié de ma vie déjà. Putain, je commence à 14 ans, j'en ai 30, ça fait 16 ans que je travaille. Plus de la moitié de la vie, La retraite, et puis on va même pas l'avoir. C'est le mot de la fin, voilà, on n'aura pas la retraite. On n'aura pas de retraite. Magnifique. Mais c'est ok, faut essayer de se la construire. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Si toi aussi t'es sûr que t'auras pas de retraite, n'hésite pas à lâcher un commentaire sous la vidéo et à t'abonner. Et je te dis à la prochaine.